Mon nom est Frédéric Gosselin, je suis professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette série de capsules, on va étudier la stabilité d'un tuyau parcouru par un écoulement à grande vitesse. Donc, avant de motiver cette étude-là, ce que je vous propose, c'est de voir qu'est-ce que j'entends par un tuyau parcouru par un écoulement. Donc, on a ici une formation typique de pompier et un des exercices qu'il va faire, c'est venir dompter le tuyau de pompier qui s'est échappé avec le jet d'eau à très grande vitesse. Et donc, ce qu'on voit, c'est que nos apprentis pompiers ici, ils n'avaient pas étudié la stabilité d'un tuyau parcouru par un écoulement. Et donc, ça leur a donné du fil à retordre. Donc, plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on voudrait étudier un tel système? Un tuyau parcouru par un écoulement, il y a ça dans toutes sortes d'applications d'ingénierie. On n'a qu'à penser aux échangeurs de chaleur, au système d'extraction du pétrole ou d'autres types de minerais. Donc, dans tout ce qui a des écoulements à haute vitesse avec des tuyaux, on peut rencontrer ce genre de problème-là. Et puis en plus, le problème du tuyau parcouru par un écoulement, c'est un problème canonique qui exhibe en fait le même genre de dynamique qu'on pourrait avoir dans un écoulement externe au lieu d'un écoulement interne. Donc on pense au flottement ou à la stabilité d'un drapeau ou quelque chose comme ça. Mais au-delà des applications pratiques d'ingénierie, je pense que le problème de la stabilité du drapeau du tuyau parcouru par un écoulement est intéressant pour deux grandes raisons plus fondamentales. Donc, la première, c'est que c'est un système très simple. C'est un tuyau avec un écoulement qui passe dedans et puis le tuyau éventuellement peut perdre sa stabilité, c'est-à-dire qu'il peut soit se mettre à vibrer ou diverger avec grande amplitude. Et donc, c'est un système très simple. On va voir dans les prochaines capsules, on va en développer les équations pour en évaluer la stabilité. Puis expérimentalement, c'est pas très coûteux à mettre en œuvre. Tout ce que ça prend, c'est un tuyau avec une pompe qui fait circuler l'eau. Donc, c'est relativement simple. Mais malgré cette simplicité-là, c'est un système qui exhibe une dynamique très riche et très complexe. Donc, c'est cette espèce de dualité-là du système très simple qui a un comportement très complexe qui le rend très intéressant. Donc, ce qu'on va faire dans les prochaines capsules, c'est effectivement développer les équations du mouvement du tuyau pour en évaluer la stabilité. Alors, on va suivre un peu le formalisme qui est détaillé dans le chapitre 3 du livre de Paidousis. Alors, ce que je vous propose, c'est tout d'abord dans cette capsule-ci, c'est qu'on regarde les différentes hypothèses qui vont être importantes pour notre tuyau. Voilà. Donc, notre tuyau, ce qu'on va dire, c'est que il va vibrer dans un plan. On va considérer ces vibrations en 2D. Initialement, notre tuyau, il est aligné avec l'axe des X. Donc, sans perte de généralité, on aligne notre axe des X avec notre tuyau, avec la position initiale du tuyau qui, on va supposer, est sans courbure initiale. Donc, notre tuyau, au repos, il est droit comme une flèche. Ensuite, on va considérer son mouvement dans le plan XZ. Notre tuyau, il est parcouru par une vitesse U. Et on va faire deux hypothèses. La première, c'est qu'on va considérer des petits déplacements. Pourquoi est-ce qu'on considère des petits déplacements? C'est qu'on s'intéresse à sa stabilité, c'est-à-dire que si on perturbe notre tuyau, on va regarder si cette perturbation-là tend à croître dans le temps ou à revenir vers zéro, vers ce qui indiquerait que notre tuyau revient à sa position d'équilibre. Donc, on appelle ça une analyse de stabilité linéaire, et donc ça implique de considérer des petits déplacements. Donc ça, c'est notre première hypothèse. La seconde, c'est qu'on va dire que notre tuyau, il est inextensible. Il a une longueur L au départ. À tout moment dans notre analyse, notre tuyau va toujours avoir sa longueur L. Alors, qu'est-ce que tout cela implique? On va considérer notre tuyau comme ça, qui est défini dans son plan XZ.
Donc, c'est ce qu'on va appeler les coordonnées eulériennes, hein, qui sont rattachées avec le référentiel du laboratoire. Et puis, on va aussi considérer une coordonnée lagrangienne, une coordonnée S ici. Cette coordonnée-là, elle suit le tuyau qui se déforme et qui se déplace. Pour exprimer le déplacement de notre tuyau, on va faire intervenir les déplacements W dans la direction Z et U dans la direction X. Alors, on peut définir un vecteur taux qui va être parallèle en tout point à notre tuyau. Alors, si on considère un point P sur notre tuyau ici, au moment initial, alors que notre tuyau n'est pas déformé, le point P, on va l'appeler P0 au même endroit sur le tuyau. Il va se retrouver à X0, 0. Donc, sa coordonnée en Z, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de déplacement, puis il est à X0 en X. Donc, si on considère deux points sur notre tuyau, on peut avoir un point P puis un point Q. Et donc, si ces deux points-là sont très proches l'un de l'autre, on peut dire qu'ils sont distants l'un de l'autre d'une distance delta S. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant, ça? On va le tracer ici, on va voir qu'est-ce que ça implique. Donc, on a notre tuyau qui, initialement, est le long de l'axe X. Donc, notre tuyau le long de l'axe X. Et puis, maintenant, il fait une certaine pente. Hein, si on vient considérer cette petite pente-là ici, donc on l'a zoomé un peu. Donc, on a notre petit bout de tuyau de longueur delta S ici. Alors, sur les deux autres axes, si on vient projeter delta S sur l'axe, on va avoir la longueur delta X ici et puis delta Z ici. Donc, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir faire la trigonométrie de notre triangle ici. On va venir s'intéresser à l'angle θ qui est formé dans notre triangle pour voir qu'est-ce qu'il y en est pour notre tuyau. Donc, la chose qu'on veut observer ici, c'est que delta S, c'est le petit bout de tuyau, le long du tuyau lui-même, donc selon la coordonnée lagrangienne. Et puis, delta Z, par exemple, si on vient projeter ça ici, ben, qu'est-ce que c'est? C'est le tuyau projeté sur l'axe des Z. Mais dans le fond, sur l'axe des Z, initialement, il n'y a rien parce que notre tuyau il est aligné avec l'axe des X. Donc, tout ce qui est en delta Z, ben, c'est dû à W. Donc, notre delta Z, dans le fond, ça va être comme un dW. On va faire la trigonométrie de notre triangle, donc sinus θ qui est opposé sur hypoténuse, ce qui nous donne sinus θ qui est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, ici, on a des deltas parce qu'on a des grandeurs finies, mais si on vient prendre des deltas qui sont tout petits, ben, on peut ramener ça à une dérivée. Et puis, ce qu'on a dit, c'est que tout le déplacement en Z de notre tuyau, ben, comme initialement notre tuyau est à Z égale 0 parce qu'il est tout aligné avec l'axe des X, ben, Z, ça va être notre W, ça va être le déplacement du tuyau. Donc, on a dW ds. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre sinus ici puis l'envoyer de l'autre côté. On se retrouve avec θ qui est égal à arc sinus de dW ds. Et maintenant, on vient faire appel à notre hypothèse de petit déplacement. On s'intéresse à la stabilité de notre tuyau, donc on considère des tout petits déplacements de notre tuyau, donc W est petit. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire l'expansion de ça en série de Taylor. Donc, si on en fait l'expansion en série de Taylor, on va voir que θ, ça va être égal à dW ds plus un terme d'ordre dW ds à l'ordre 3. Donc, sachant que W est petit, ben dW ds va être petit aussi. Et si dW ds est petit, ben dW ds au cube, ça va être très, très petit. Donc, ça, on va pouvoir le négliger. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que θ
ça va être à peu près égal à dWds. Et puis, ce qu'on va dire aussi, ben, on va y venir, mais en gros, comme notre tuyau va être inextensible, ben, on va être en mesure aussi de dire que ds, ça va être un bout de longueur de tuyau qui reste toujours la même. Et donc, comme notre tuyau est initialement aligné avec l'axe des X, ben ça va être la même chose que dW dx0. Avec notre même triangle ici, on va s'en servir pour développer notre condition d'une extension, voir ce que ça implique. Donc, si on fait Pythagore avec notre tuyau ici, ce qu'on va avoir, c'est ds au carré qui va être égal à dx au carré plus dz au carré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redévelopper cette même équation-là pour les conditions initiales de notre tuyau. Donc, initialement, ce qu'on va dire, c'est que notre tuyau avait un petit bout de longueur, ce même petit bout de longueur-là, ds, ben, initialement, c'était delta S 0. Donc, delta S 0, ça va être égal à delta X 0 au carré plus delta Z 0 au carré. Donc, évidemment, ce qu'on avait dit, c'était que notre tuyau, initialement, il était tout droit. Donc, delta Z 0, ça, c'est nul. Donc, ça, on peut le biffer. Et donc, si on fait la différence de ça moins ça ici, ce qu'on va avoir, c'est delta S au carré moins delta S0 au carré, qui va être égal à delta X au carré moins delta X0 au carré plus delta Z au carré. On en a fait la différence. Et si notre tuyau est inextensible, ben, un petit bout de longueur du tuyau ds à un certain moment, ça va toujours être égal à un petit bout de longueur ds au moment initial. Donc, tout ça, ici, ça va être égal à 0. Et puis, pour la droite de l'équation, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre un dx0 en évidence. dx0 au carré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir dx au carré sur dx0 au carré. Donc, dx0 au carré plus dz dx0 au carré. Et puis dx0 sur dx0, ça fait 1. Donc, moins 1 comme ça ici. Puis encore une fois, ce qu'on a dit, c'est qu'on venait prendre des toutes petites longueurs et donc ça nous permet en fait de remplacer les deltas par des dérivés. Donc ça, c'est égal à 0 parce qu'on a quelque chose qui est inextensible. Et donc si ça, c'est égal à 0, ben, ce n'est pas notre delta x0 qui est égal à 0, en fait. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Et donc, on se retrouve que notre condition d'inextensibilité, c'est qu'on a dx0 au carré plus dz dx0 au carré qui est égal à 1. Donc ça, c'est notre condition d'inextensibilité. Maintenant, comment est-ce qu'on va venir réexprimer ça pour que ce soit utile? C'est qu'on va venir faire intervenir nos déplacements x et z, c'est les coordonnées d'un point. Donc en fait, notre coordonnée x, ça va être quoi? Ça va être x0 plus un déplacement u. Alors que notre coordonnée z, ça va être quoi? Ça va être z0 plus notre déplacement w. Alors qu'on a dit que z0, ben c'était nul.
Donc, Z, c'est W et X, c'est X0 plus U. Donc, si on vient remplacer ça là-dedans en haut, dx sur dx0, dans le fond, ça va être 1 plus du dx0 au carré plus dw dx0 au carré qui vaut 1. Donc, si on reprend ça, puis on en fait l'expansion, donc on va avoir 1 fois 1, ça fait 1, plus le terme croisé, donc ça nous fait 2, plus 2 du dx0, plus du dx0 au carré. Pas comme ça, au carré comme ça, plus dw dx0 au carré. Ce qui vaut 1. Donc les 1 de chaque côté s'annulent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexprimer du dx0 en fonction de tout le reste. Donc on obtient du dx0. Donc si on le met, si on envoie tout le reste de l'autre côté de l'équation, on va avoir moins une demi dw dx0 au carré moins une demi d2u, pardon, du dx0 au carré. Donc, on a ça ici qui nous permet d'exprimer la dérivée de u par rapport à x0. Donc, x0, c'est la coordonnée le long du tuyau initialement. Et puis, u, c'est le déplacement axial au point P du tuyau, alors que W, c'est le déplacement dans la direction transverse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher à évaluer U en fonction de W. Donc ce qu'on voit déjà en partant, c'est que U va être proportionnel à un terme de W au carré, mais aussi U va être proportionnel à un terme en U au carré. Donc si on commence par juste dire on va se débarrasser du terme en U au carré, parce que si U est petit, ben un terme en U au carré, ça va être très petit. Et si on veut évaluer U, ce qu'on va venir dire, c'est qu'on va prendre U qui est égal à l'intégrale de moins une demi dw dx0 au carré de 0 jusqu'à S en dx0. Et donc, il faudrait prendre à peu près égal, parce qu'on a négligé le terme en U carré. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que notre terme en U, notre déplacement axial, va être proportionnel au carré du déplacement transverse. Donc, si notre déplacement transverse, déjà, il est petit, ben, ça veut dire que notre déplacement axial va être de deuxième ordre. Et donc, ça implique que notre déplacement axial, on va pouvoir le négliger. Donc, si on considère des petits déplacements W, d'une part, puis d'autre part, on considère un tuyau qui est inextensible, bon, on en arrive en fait que les déplacements axiaux de notre tuyau vont être de second ordre et donc on va pouvoir les négliger dans nos développements. Donc, dans la prochaine capsule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser nos deux résultats ici, celui du déplacement axial qu'on peut négliger et celui des petits angles θ qui peuvent être exprimés comme dw dx0 afin d'obtenir les équations du mouvement de notre tuyau parcouru par un écoulement.